Bonsoir et bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. On démarre avec les titres du 22h ce soir. Ça suffit, a lancé François Hollande après une folle journée de polémique autour de l'expression sale mec en direction de Nicolas Sarkozy. Une formule rapportée par le quotidien Le Parisien est finalement démentie ce soir. Mais la droite en a profité pour tirer à feu nourri sur le candidat socialiste. Alors, toute cette agitation laissera-t-elle des traces? Et plus généralement, quel est l'impact et la réalité des mots utilisés dans cette campagne? On entend par exemple souvent dire que la France est abîmée, froissée et affaiblie. Est-ce la réalité? C'est le débat du 22h. Rien ne va plus entre Sifrance et le gouvernement depuis le rejet des propositions de l'exécutif par les salariés de la compagnie maritime. Le ministre délégué au transport, Thierry Mariani, dénonce une très grosse impréparation des porteurs du projet de la coopérative ouvrière. Mais le gouvernement se retrouve surtout bien embarrassé avec ce dossier social sur les bras à 100 jours de la présidentielle. Analyse à suivre de notre chroniqueur Jean-Louis Gombaud. Et puis c'est une victoire dans un mouchoir de poche. Mitt Romney est arrivé en tête lors de la première étape de la course à l'investiture républicaine américaine. Mais qui est-il et quelles sont ses chances? Il devait affronter Barack Obama. Élément de réponse tout à l'heure dans ce journal. Merci d'être en notre compagnie ce soir. Dans l'actualité, le déplacement en Gironde de François Hollande qui a dénoncé une instrumentalisation de ses propos par l'UMP suite à la formule qu'a fait polémique. Et bien finalement, le fameux sale mec en direction de Nicolas Sarkozy n'aurait pas été prononcé tel quel, mais il n'en fallait pas plus pour enflammer le débat. Le candidat PS tente ce soir de refermer la parenthèse en évoquant lors de son premier meeting de campagne des sujets de fond comme l'emploi à Mérignac. Tous les détails avec Mounir Soussi. Même à des kilomètres de la capitale, les polémiques parisiennes rattrapent François Hollande. Venu visiter des entreprises innovantes en Gironde, le candidat socialiste a dû répondre aux accusations de l'UMP. Je n'accepte pas des polémiques incessantes venant de l'UMP aujourd'hui à partir d'une manipulation de mes propos. Toute la journée, la majorité a tiré à boulet rouge sur François Hollande, en cause une phrase parue dans Le Parisien ce matin. C'est bien le chef de l'État, un président en échec, un sale mec qui se cache derrière les formules de l'UMP. Il injurie le président de la République. Je veux dire qu'en soi tout seul, tout est dit à travers cette insulte. Selon des journalistes présents, les propos ont été sortis de leur contexte, mais le lendemain où François Hollande annonce qu'il veut faire décoller sa campagne, il est ramené à des querelles personnelles. Ce soir, il tenait son premier meeting de l'année à Mérignac, où il a confirmé les grandes lignes de son programme. Eh bien, ce que je vous propose à travers le contrat de génération, c'est lorsqu'une entreprise gardera un senior le temps qu'il puisse se constituer les droits lui permettant de partir à la retraite à taux plein et qu'il embauchera un jeune avec un contrat à durée indéterminée, eh bien cet employeur-là pourra avoir l'exonération de cotisation sociale sur les deux emplois. Le candidat socialiste est en mouvement, il sera demain à Caen, ce week-end à Tulle, avant le grand rendez-vous parisien au Bourget le 22 janvier. Et puis, sitôt évoqué, sitôt controversé. Les critiques fusent à gauche et au centre sur la TVA sociale, jugée antisociale. Mais le gouvernement maintient son projet de la mettre en place, même si le flou persiste autour de ses modalités. Jérôme Rabier. Sujet phare de ce début d'année, la TVA sociale provoque des remous dans la majorité. Alors que Valérie Pécresse, la porte-parole du gouvernement, annonçait hier une réforme votée avant l'élection présidentielle, François Baroin nuance ce matin. D'abord, je voudrais rappeler qu'aucun arbitrage n'est rendu et qu'il y a un ordre, il y a un calendrier. Et laissons le processus de dialogue se poursuivre, laissons le président de la République dans sa logique de discussion avec les partenaires sociaux. Respecter un calendrier pour surtout ménager les centrales syndicales a priori hostiles au projet. Nicolas Sarkozy leur a promis des négociations pour le sommet social du 18 janvier. Et le ministre du Travail Xavier Bertrand va les recevoir toute la semaine pour discuter. Hors de question dans ce contexte d'annoncer une réforme déjà ficelée, même si des pistes sont avancées. Quand on dit qu'on veut réindustrialiser la France, il faut baisser le coût du travail, soit par de la TVA, soit par de la CSG, soit par de l'impôt sur les sociétés. Il faut laisser bien sûr le gouvernement clarifier les choses là-dessus, c'est pas à moi de le faire, mais je pense en tout cas que ce débat est très utile, très intéressant et qu'il est important de l'avoir. Si le gouvernement veut ensuite faire adopter le texte avant l'élection présidentielle, il lui faudra prolonger les travaux parlementaires censés se clore fin février. Le ministre des Relations avec le Parlement, Patrick Ollier, a déjà annoncé que les élus pourraient siéger début mars si le gouvernement le décidait.
La CFDT de Cifrance dit non au gouvernement. Le syndicat majoritaire dénonce l'insécurité juridique des propositions pour la reprise de la compagnie maritime par ses salariés. De son côté, l'exécutif, par la voix du ministre Thierry Mariani, dénonce l'impréparation du syndicat. Bref, c'est l'impasse et Nicolas Sarkozy se retrouve ainsi avec un dossier social sur les bras. On en parle avec Jean-Louis Gombaud. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Sonia. Pourquoi déjà ça a coincé, Jean-Louis ? Alors, d'abord, quelle est la proposition qu'a formulée M. Sarkozy et ses conseillers au syndicat? Ils leur ont dit, écoutez, la SNCF, qui est propriétaire de Cifrance, va vous verser des super indemnités, 50 000 à 60 000 euros par salarié, ce qui est important. Et puisque vous croyez à votre coopérative, ben vous injectez ces indemnités de licenciement, ces sur-indemnités de licenciement, dans cette coopérative. Évidemment, ça passe par d'abord, puisque c'est des licenciements, ça passe par une liquidation de la société. Et c'est là où on entre dans ce que vous venez de dire, c'est-à-dire l'incertitude juridique dans laquelle ça se passera. On liquide la société, à ce moment-là, SNCF rachète les bateaux qui sont soldés par la liquidation et les louerait à un bas prix à cette nouvelle coopérative. Sur le papier, ça a l'air de fonctionner, bien entendu. Dans la réalité, il y a liquidation. Après, on ne sait pas très bien ce qui va se passer. Il faut créer une nouvelle société. Tout ça demandera évidemment du temps. Donc c'est pas du tout ça que demande la CFDT, parce qu'en fait c'est la CFDT qui est à la pointe dans cette affaire. Elle dit non, tout simplement, on reprend Cifrance, SNCF nous donne les bateaux une sorte en héritage, on en change les statuts et vogue la galère. Le problème c'est qu'il manque 50 millions. Et Jean-Louis, est-ce que cela met en difficulté le gouvernement et surtout au premier chef Nicolas Sarkozy? Alors, je crois que ça montre que la campagne électorale qui s'engage va se dérouler dans un contexte d'incertitude absolument qu'on n'a jamais vu. Parce qu'il faut partir d'un élément fondamental, c'est la crise. Une crise qu'on n'a jamais vue, on parle de 29, enfin, en tout cas depuis les premières présidentielles françaises, disons, de 74, on n'a jamais vu une situation économique. Et donc tous les jours ou toutes les semaines, on aura une mine, une bombe qui sera lancée dans cette campagne et les candidats sommés de trouver une solution. Alors que d'habitude, on est plutôt dans la présidentielle sur des grands discours généraux. Là, on va être sur... Regardez, en ce moment, on a cette affaire de Cifrance, on a Petroplus. Encore ce soir, on annonce des suppressions d'emplois à la Société Générale. Et les candidats, que ce soit M. Sarkozy ou M. Hollande ou d'autres, vont être amenés à se prononcer concrètement, ils ne peuvent pas dire « je ne peux rien faire puisque je prétends être président de la République ». Or, la marge budgétaire, elle est nulle. Ça, on ne peut pas, je crois, dire le contraire. Et la marge institutionnelle est très complexe. Dans cette histoire, déjà, la SNCF avait déjà proposé de financer le développement de Cifrance, mais la Commission européenne les a retoqués. C'est là où il y a un petit problème avec M. Hollande, car en fait, lorsqu'il a dit qu'il faut aider, mais la marge institutionnelle est absolument nulle. Donc ça veut dire que on est dans un suspense qui est lié à la conjoncture concrète des entreprises de l'économie qui va donner un certain piment à cette campagne électorale. Oui, ça c'est sûr. Un dernier élément, Jean-Louis, vous en avez parlé, c'est la Société Générale qui prévoit ce soir de supprimer donc cette année 700 postes à l'étranger et 880 en France. La banque précise qu'il s'agit de plans de départ volontaires. Est-ce que c'est le cas? Alors d'abord, ça se situe, les trois banques, c'était la dernière qui n'est pas donnée de chiffres, 373 à la BNP Paribas, 850 aussi, je crois, je me souviens, au Crédit Agricole. C'est du départ volontaire, c'est-à-dire des gens qui vont partir à la retraite qui ne seront pas remplacés, mais c'est pas un plan social, ça n'a rien à voir avec Cifrance, il y a simplement le fait que les gens vont être mutés. Bon, évidemment, il faut dire que lorsqu'on aura proposé un ou deux postes à un certain nombre de salariés qui le refuseront, je crois qu'ils n'auront plus d'avenir d'une manière ou d'une autre à l'intérieur de la Société Générale. Ça touche un secteur particulier qui est la banque de financement et d'investissement, étant donné que maintenant les critères de surveillance internationale sont beaucoup plus renforcés. On demande aux banques de réduire leurs risques et évidemment elles réduisent leur effectif. Rappelons quand même que dans le monde entier, les banques auront supprimé cette année 200 000 emplois. En Europe, 100 000 emplois, ce qui relativise un petit peu ce qui se passe dans les banques françaises. Merci beaucoup Jean-Louis pour votre analyse. La suite du 22h dans un instant, notre débat. Mais d'abord la copie de Claude Guéant corrigée. La circulaire du 31 mai concernant les étudiants étrangers sera assouplie pour les plus diplômés d'entre eux. Mais sur le fond, rien ne change. La politique de maîtrise de l'immigration professionnelle sera bel et bien durcie. Les détails avec Nathalie Guiouard et Monir Soussi. La circulaire Guéant modifiée mais pas retirée. Après une réunion au ministère de l'Intérieur avec les principaux responsables des universités et des grandes écoles, une version plus souple a été adoptée.
Le texte de cet après-midi est un texte ouvert qui commence dans la ligne de la lettre du Premier ministre du 22 novembre dernier par dire combien les étudiants étrangers talentueux hautement qualifiés sont une chance pour la France. Ces étudiants de niveau Bac+5 auront à nouveau accès au marché du travail après l'obtention de leur diplôme. Les responsables de l'enseignement se donnent 2 jours avant de proposer des modifications, le temps de consulter étudiants et entreprises. Pour les étudiants absents de cette réunion, cette rectification arrive trop tard. Le mal est fait pour beaucoup d'entre eux, comme Zineb, fraîchement diplômée, qui a déjà vu les portes de l'emploi se refermer. Ça fait à peu près 7 ans que je suis ici. J'ai commencé à travailler et c'est là où on m'a annoncé que je ne pouvais plus continuer à travailler puisque j'ai eu le refus. Reste un espoir pour cette étudiante. En effet, les préfets ont la consigne de réexaminer tous les cas litigieux. La circulaire définitive devrait arriver sur leur bureau dès lundi prochain. La suite du 22h et c'est l'heure de notre débat. À présent, on l'a vu aujourd'hui avec la folle polémique autour de la supposée formule en direction de Nicolas Sarkozy. Salmec, le choix des mots en campagne est crucial et peut marquer un tournant en faveur ou en défaveur d'un candidat. Dans les meetings et les discours des prétendants à la présidentielle, on entend de plus en plus souvent les mots peur, inquiétude. On nous parle d'une France affaiblie, abaissée, froissée, dégradée. Mais tous ces mots correspondent-ils à la réalité? Eh bien, on va voir tout cela ce soir avec nos invités. Je vous les présente avec plaisir. Philippe Dallier, bonsoir. Bonsoir. Sénateur UMP de Seine-Saint-Denis. Lim Wang-Nok, bonsoir. Député, européen, socialiste, professeur d'économie et auteur de ce livre qui vient de paraître, Les théories économiques, petit manuel hétérodoxe. Merci d'être avec nous. Également avec nous, Jérôme Sainte-Marie, bonsoir. Directeur du département opinion de l'Institut de sondage CSA. Et Philippe Lenschener, bonsoir. Spécialiste en communication et président de McCain France. Alors on va parler de l'état de la France, de la situation du pays. D'abord Philippe Dallier quand même sur les mots du jour dont il semble qu'ils n'ont pas été prononcés comme il a été rapporté au départ. Est-ce que la parenthèse Salmec est totalement refermée ce soir pour vous? Écoutez, j'en sais rien. Je trouve que le démenti qui n'est pas tout à fait clair malgré tout de François Hollande ne ferme pas cette parenthèse. Donc on a un journaliste qui rapporte des propos dont on ne sait pas très bien s'ils ont été effectivement tenus ou pas. Mais en tous les cas, effectivement, je trouve que c'est un bien mauvais départ en campagne pour François Hollande. Ça rappelle un peu Violet Jospin en 2002. Il y a eu un envoi de candidature par fax. Là, on a Jospin qui adresse une lettre dans laquelle il ne dit pas grand-chose. Et puis Jospin s'était un peu lâché contre Jacques Chirac dans un avion revenant de la Réunion. C'était off également. On a un peu la même chose. Exactement. Et là, on a un peu la même chose avec cette déclaration que François Hollande aurait faite. Et je trouve tout ça absolument regrettable. Quelles leçons les socialistes et François Hollande en tête, finalement, doivent-ils tirer de cette polémique? Ne jamais baisser la garde, surtout en campagne? Le climat est quand même assez nauséabond et qu'il est dommage que la presse l'entretienne de cette façon-là. On devrait parler du fond et du vrai bilan de Nicolas Sarkozy qui n'est pas bon. Nous avons on en parle si vous voulez, mais le bilan est pas bon. Le chômage explose. Il y a une crise des finances publiques comme on n'a jamais vu. Il y a un déficit extérieur. Mais sur le mot, on va parler du fond, vraiment, on a du temps. D'une désindustrialisation mais sur cette parenthèse ce soir, c'est ça un petit peu. Je vous posais cette question sur cette parenthèse, sur cette formule. Écoutez, moi, je n'ai rien à dire sur cette formule. Je n'étais pas à ce déjeuner et je regrette que les journalistes fassent tout un foin d'une conversation de salon. Jérôme Sainte-Marie, est-ce qu'elle peut laisser des traces, cette polémique? Est-ce que ça peut coûter quelque chose électoralement à François Hollande ou pas? Déjà, cette polémique, effectivement, on a une confusion totale, parce que l'info finalement n'est pas là. On ne sait pas très bien ce qui a été dit, dans quel contexte. Bon, il n'y a pas vraiment grand-chose. Je crois que c'est quand même très différent à sa nature que de ce mot qu'avait eu, le mot malheureux qu'avait eu François Hollande dans l'avion qu'il ramenait de la Réunion. Jospin, pardon, excusez-moi. N'ajoutez pas l'ambiguïté, on s'en sort plus. Comme le temps passe. Donc en 2002, puisque là, on avait eu le sentiment, au-delà de l'attaque contre le chef de l'État, qui n'était pas forcément très élégante, mais on a eu le sentiment qu'il mettait en cause les personnes âgées, donc les 15 millions de retraités que compte la France, qui pèsent lourdement dans le corps électoral. Après, il s'était défendu de manière, lui aussi, comme moi, il avait fait des lapsus. Et donc, il y avait eu, effectivement, il n'était pas sorti. Là, on n'est vraiment pas là-dessus. Moi, à titre personnel, je suis quand même frappé par l'euphémisation de la vie politique française, qui fait que maintenant, un mot de ce genre peut devenir une affaire. Sincèrement, c'est pas grand-chose. Ils sont concurrents. On va fermer la parenthèse ce soir. Un dernier mot, Philippe Lenschener. Où s'arrête l'attaque loyale, on va dire, entre adversaires politiques et finalement, et l'injure? Où commence l'injure?
Mais vous vous rendez compte de quoi nous parlons là? C'est-à-dire que nous parlons d'une phrase qui a été prononcée off et on est en train de la commenter comme si elle était une phrase on qui était voulue comme étant ce qu'on appelle un statement, excusez-moi pour le terme anglo-saxon, une proclamation, une prise de parole. Donc moi je veux bien commenter des phrases qui sont des phrases, des éléments de langage qui sont... La politique a réagi, hein. Oui, mais ce n'est pas... On n'est pas en dehors de... Oui, alors on va dire, il y a deux types de choses. D'abord, ce que l'on peut dire, et qui peut être intéressant dans le cadre de ce type de débat, c'est que la différence entre le on et le off n'existe plus. Le off est mort. Que nous sommes dans une société où de Brice Hortefeux, dans sa fameuse fête, avec son ami qui heureusement qu'il n'y en avait pas trop, en passant par X, Y, Z, désormais c'est terminé. Voilà, c'est fini. Vous êtes observé constamment, et donc l'avenir appartient à ceux qui sauront se contrôler, se maîtriser, ou alors qui auront une telle cohérence de comportement lorsqu'ils sont en dehors et en dedans que ça ne posera pas de problème. Parce que quel est le débat là avec François Hollande? C'est que ça ne lui ressemble pas. Donc c'est pour ça que ça crée ce problème. Non, attendez, je suis très très sérieux quand je vous dis ça, parce que par exemple, nous avons un président de la République qui s'est laissé aller à dire un certain nombre de choses en on et en off, mais il y avait une cohérence parce qu'il est comme cela. Donc ça n'a pas causé le même type de soucis. Là aujourd'hui, vous avez un problème, c'est que celui que, pour la petite histoire, vous appelez Bibolette, etc., donc c'est pas très cool non plus, quand brusquement il dit c'est un sale type, il apparaît dur. Et donc moi, ce que je pense, c'est que c'est quelque chose de très très bien qui lui est arrivé en termes de communication. Car si vous regardez la séquence à François Hollande, mais vous savez, non, moi j'ai juste un avantage sur vous, c'est que je ne suis... Non, moi j'ai un avantage sur vous dans ce débat, je ne suis partisan de rien, j'essaye d'exercer ma profession. Et je vous dis, et donc répondez-moi sur ce plan-là, je vous dis que là, ces derniers mois, vous avez quelqu'un qui n'a pas cédé sur le nucléaire, vous avez quelqu'un qui a refusé de suivre Nicolas Sarkozy sur le traité, voilà, et je pense que ce qui vient de se passer est quelque chose qui, à l'arrivée, c'est paradoxal et bénéfique pour lui. Mais vous lui aurez quand même pas conseillé de prononcer la phrase. Vous voulez qu'on passe à autre chose? Écoutez, moi ce que je trouve étonnant, c'est que vous vous étonnez qu'on commande cela. Mais enfin, il s'agit de propos tenus par un candidat à la présidence de la République sur le président de la République en poste. Ça n'est quand même pas rien. Et mais en off, peu importe, vous l'avez dit vous-même, le off n'existe plus depuis bien longtemps. François Hollande, qui n'est pas tombé de la dernière pluie, le sait. Il est quand même absolument étonnant qu'il se soit laissé coincer comme cela. Ce ne sont pas des propos anodins. Et positiver là-dessus, ça me semble assez étonnant. Il y a les mots pour qualifier un adversaire et il y a les mots pour qualifier une situation économique, sociale. Et la situation d'un pays, c'est plus important. On a entendu ces mots-là. La France est froissée, traumatisée, dégradée, affirment les socialistes. Philippe Dallier, est-ce que vous reconnaissez là le pays dans lequel vous vivez et la situation que connaissent et peut-être vivent les Français? Je reconnais un travers bien français, c'est-à-dire la tendance au déclinisme et à l'autoflagellation. Les Français sont les Européens et quasiment les individus sur la Terre les plus pessimistes au monde, alors que nous vivons dans un pays qui n'est certainement pas l'endroit au monde où on a le plus de difficultés à vivre, et nous passons notre temps effectivement à critiquer. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de difficultés, bien évidemment, ce qui ne veut pas dire que la crise n'est pas là et qu'elle n'est pas grave, ce qui ne veut pas dire que la situation budgétaire de l'État n'est pas préoccupante. Tout cela sont effectivement des faits qu'il faut prendre en considération. Seulement dire et répandre comme ça, laisser croire que la France est abîmée, qu'est-ce que ça veut dire abîmée, dégradée, qu'est-ce que ça veut dire en difficulté économique et financière, certainement, mais comme beaucoup de pays au monde et en Europe, abîmée, c'est autre chose. Donc les socialistes en ont parlé. François Hollande a répété ces mots ce soir donc, lors de son premier meeting en Gironde. Est-ce qu'il n'y a pas une part de caricature quand on emploie des mots aussi importants, aussi forts finalement? Non, nous on parle du fond. Moi j'observe dans ce débat que mon collègue de l'UMP, comme les autres aujourd'hui, ont instrumentalisé cette petite phrase. Et moi j'ai l'impression que vous vous délectez à faire monter le Front National. Peut-être que vous faites ce calcul-là, mais c'est un très mauvais calcul. Je vous déconseille de faire ce calcul-là. Après, sur le fond, il y a une situation qui est quand même catastrophique. Nous avons, si vous prenez toutes les catégories de Pôle emploi, plus de 4 millions de chômeurs. Nous avons des marges de manœuvre qui aujourd'hui sont complètement entamées par les baisses d'impôts que vous avez réalisées depuis 10 ans et qui expliquent une grande part de la crise des finances publiques. Nous avons une industrie qui a fondu comme neige au soleil en 10 ans, qui représentait 30% du PIB
il y a 10 ans qui ne représente plus que 12% du PIB, et un commerce extérieur, par voie de conséquence, qui aujourd'hui est supérieur à 70 milliards de déficit, là où nous l'avions laissé en excédent à 20 milliards. Donc ce bilan économique est catastrophique. Je ne parle même pas du pouvoir d'achat et de tout ce qui a été promis au cours de la campagne. Donc nous prenons cet héritage-là et il va falloir qu'on se serre les coudes. En 2002, il y avait 50 milliards d'euros de déficit budgétaire à la clôture de l'exercice. 50 milliards de déficit budgétaire, excusez-moi, fin 2002. Attendez, avant la bataille des chiffres, 150, écoutez, la crise, vous l'avez vu passer, 50, c'est en dessous de 3% du PIB. Est-ce que la crise, vous l'avez vu passer? Et c'était il y a 10 ans. Mettez-y l'inflation et vous verrez ce que ça donne. Ne donnez pas de leçons comme cela parce que vous ne nous avez pas laissé une situation en très bonne santé. Je vais poser la question à Jérôme En 2002, Sainte-Marie. en très bonne santé. Absolument. C'est pour ça que vous avez gagné l'élection présidentielle. Messieurs, la crise est aiguë. Est-ce que les Français, est-ce que les sondés, est-ce que ceux que vous interrogez ont cette image de leur pays, cette perception finalement de cet état de leur pays et puis peut-être aussi de leur état? Je suis économiste, j'ai aucune idée de la réalité de la crise. Ce que je sais par contre très précisément, ma question. très précisément, c'est vraiment la perception qu'en ont les Français, qui effectivement suivent complètement d'ailleurs le chef de l'État et le Premier ministre, qui avait quand même déclaré au début du quinquennat qu'il était à la tête d'un État en faillite, que justement ils sont persuadés qu'effectivement la crise est d'une gravité extrême, et ils ne trouvent pas là-dessus que Nicolas Sarkozy, lorsqu'il en parle, notamment lors des vœux, surjoue la gravité de la crise. Mais il y a un autre élément qui n'est pas facile à gérer, je pense, pour les politiques, y compris pour le Parti socialiste, c'est que la plupart des Français ne considèrent pas que la faute en revienne à un gouvernement en particulier. Ils ont par exemple l'impression que la dette publique c'est autant la gauche que la droite ou la droite que la gauche qui est là-dessus, donc c'est pas que la gauche particulièrement dépensière mais qu'elle est solidaire de là-dessus. Ils sont prêts à entendre le fait que la mondialisation ou bien dans certains cas l'euro est également une cause profonde de désindustrialisation dont vous parliez à l'instant et pas seulement telle ou telle mesure prise par tel ou tel gouvernement, ce qui fait qu'il risque d'y avoir un décalage entre le discours accusatoire de la gauche vis-à-vis de la droite ou de la droite vis-à-vis de la gauche et ce que perçoivent les Français qui, de point de vue là, peut-être un tout petit peu plus de hauteur. Philippe, d'accord, il y a des facteurs exogènes, mais est-ce que vous reconnaissez qu'il y a peut-être, je vous pose une question, un manque de vision? Excusez-moi, pas exogène. Quand je parle de politique européenne, par exemple, c'est pas tout à fait exogène oui, par rapport aux politiques. À la politique nationale, je voulais dire. Est-ce que vous reconnaissez qu'il peut y avoir un manque de vision, en tout cas un brouillage des repères en cette fin de mandat? Mais moi, je ne sais pas ce que vous appelez un brouillage des repères. Effectivement, nos concitoyens ne voient pas la sortie du tunnel et ont certainement du mal à visualiser ce que les différents candidats leur proposent et la manière dont ça pourra être efficace par rapport à la crise. Ça, c'est une certitude. Maintenant, déclarer... Mais tous les candidats... Attendez, moi, vous savez, je ne suis pas dans le tout blanc ou le tout noir. Tout ce qui serait bien vient d'un côté et tout ce qui est mauvais de l'autre. Tout ça, c'est de la caricature et je trouve que, effectivement, le candidat socialiste est en train de tomber dans la caricature. Donc, par contre, de dire, et c'est là que je trouve les propos de François Hollande choquants, il est candidat à la présidence de la République, dire que la France est dégradée, ça a une connotation particulière. Dégradé, avili, qu'est-ce que ça veut dire? On a traîné le pays dans la boue, on a fait perdre ses repères, ses valeurs à la France, c'est ça que veut dire François Hollande. Il faut qu'il s'explique là-dessus. Il est candidat à la fonction suprême, il ne faut pas qu'il l'oublie. Il ne peut pas traiter le président de la République comme il l'a fait, et il ne peut pas laisser entendre que volontairement, il ne peut pas volontairement laisser croire que la majorité sortante, quelles que soient ses qualités et ses défauts, est effectivement volontairement dégradée ou avilie la France. Ces propos-là ne sont pas des propos acceptables. Est-ce qu'il n'y a pas une volonté de noircir le tableau? Il y a la présidente du MEDEF, vous allez me dire c'est le patronat, Laurence Parisot, qui dit que quand elle voyage à l'étranger, elle a dit hier, elle n'a pas cette... en tous les cas, on ne lui dit pas qu'il y a cette image de la France autant salie, autant abaissée. Est-ce que la France reste une puissance quand même, selon vous, malgré ce que vous nous dites? Dans la construction européenne, la France pourrait être motrice. Et tout l'enjeu de la période qui vient, c'est de remplacer le couple Sarkozy-Merkel, qui en fait... Par le couple Hollande-Merkel, hein. Vous n'allez pas pouvoir la faire sortir avant son élection. Avec les sociodémocrates allemands, oui, mais nous travaillons de très près avec eux au Parlement et au Parti socialiste européen. Et il faudra renégocier un certain nombre de choses, notamment dans les traités internationaux, parce que la récession, il s'est couché face à la chancelière allemande sur la Banque centrale européenne, vous le savez très bien. Il faudra renégocier un certain nombre de choses parce que nous entrons aujourd'hui... On est à nouveau dans des propos de bon niveau.
pas en placer une là. Vous avez vu, je disais dans le débat, les mots ont une importance. On le voit avec vos mots à vous aussi. Voilà. Oui, mais c'est le mot. Aujourd'hui, on sait très bien que pour désamorcer la crise de dette souveraine, tous les banquiers vous l'expliqueront, il faut que la Banque centrale achète sur le marché primaire les nouvelles émissions de dette. Effectivement, que le Parti socialiste fait référence aux banquiers. Face à la récession qui s'annonce, il va falloir mettre des mesures de relance de la croissance. Et aujourd'hui, ce que M. Sarkozy a négocié avec Mme Merkel, qui est un durcissement du pacte de stabilité, va nous contraindre et nous empêcher de mener des politiques de soutien à la croissance. Les mots, on a entendu les mots, aussi bien du côté de François Hollande que de Nicolas Sarkozy, on a entendu les mots peur, inquiétude, qui reviennent donc dans la bouche de tous les prétendants à la présidentielle. Est-ce que le fait de dire que la France a peur, c'est une manière d'exorciser finalement cette peur? Non, c'est la seule façon qu'ont les socialistes et qu'a François Hollande de se sortir du piège qu'on lui a tendu stratégiquement. Stratégiquement, la droite a réussi un truc formidable. Ça a consisté à dramatiser la situation économique en disant « ça va mal, il y a une tempête, le navire tangue, et donc il faut un capitaine, et faisons attention, parce que seul le capitaine peut réussir à vous mener à bon port. » Et ça, c'était très intelligent, et on a vu tous les ravages que ça a créé durant 2 mois, puisque durant 2 mois, la question c'était est-ce que cet homme a le niveau ou pas. Donc là, vous êtes face à une alternative. L'alternative est la suivante. Soit vous dites « ouais, si, je vous assure, j'ai le niveau. » Et là, c'est terrible. Comment ça se prouve? Et puis, en marketing, ça s'appelle chausser les bottes du leader, c'est-à-dire que c'est cuit, puisque si vous répondez sur le terrain de l'autre, vous ne pouvez pas vous en sortir. La seule chose à faire, c'est donc de dire qu'il n'y a pas de bateau qui tangue, que le navire, il est échoué. Et donc, de façon à cesser cette histoire, pour que l'argument de l'autre ne tienne pas, il faut donc dire que le navire est échoué. Et on a été assez sévère avec François Hollande ces 2 derniers mois, pour reconnaître que la séquence de ces 3 derniers jours, en termes de communication, elle est juste remarquable. Jérôme Sainte-Marie, bon, le bateau est peut-être échoué, mais avant qu'il n'arrive cela, est-ce qu'il y a des candidats dans les enquêtes que vous menez qui ont un profil beaucoup plus protecteur que d'autres pour les Français? Pas véritablement, cette notion de protection est un peu bizarre. C'est ce qui se joue beaucoup plus que la notion de protection. En plus, encore une fois, les Français ne sont pas persuadés que le pouvoir politique soit en mesure de les protéger actuellement. C'est plutôt la notion de décideur. On voit bien que, j'irai peut-être plus loin sur la stratégie suivie par la droite, mais également qui correspond quand même à certaines circonstances, c'est le fait que, puisqu'il y a une promesse qui est extrêmement difficile à faire. On a une campagne électorale qui s'annonce pratiquement sans promesse. C'est assez étonnant. Moi, j'étais frappé de voir, comme beaucoup de gens, s'il vous plaît, oui, que par exemple, à la primaire socialiste, les différents candidats se sont affrontés sur le coût de leurs promesses. C'était quand même sidérant à voir. Donc il y a une campagne sans beaucoup de promesses, à gauche, mais encore plus pour évidemment à droite. La difficulté est énorme pour un président sortant de faire des promesses, puisque pourquoi il ne les aurait-il pas faites et tenues auparavant. Et par ailleurs, donc le déficit budgétaire nous rend cette campagne très singulière. On n'a jamais connu ça, à mon avis. Donc une campagne sans beaucoup d'espérance. Du coup, ça renvoie beaucoup moins au projet, au choc des projets qui pour l'instant sont encore assez diffus, disons, mais qu'à un choix un affrontement de caractère, de personnalité. S'il n'y a pas réellement des possibilités d'alternatives, ni d'alternatives par rapport à la gauche, non plus de nouveau quinquennat qui serait radicalement différent de celui précédent pour Nicolas Sarkozy, eh bien on en est réduit finalement à choisir sur les personnes, c'est-à-dire qu'on pousse jusqu'à l'absurde la logique de la Ve République. Alors on va, puisqu'on parle de la situation économique de la France avec nos 2 responsables politiques, on va aller sur le terrain concrètement avec le dossier des 6 France. Philippe Dallier, on a l'impression que le gyrophare tourne sur l'ambulance du gouvernement. Comment vous allez faire pour éteindre tous les feux sociaux? C'est une belle formule. Je ne sais pas, l'ambulance du gouvernement. Comment allez-vous faire pour éteindre tous les feux sociaux qui, semble-t-il, s'allument chaque jour? Je ne sais pas ce que vous appelez éteindre tous les feux sociaux. En l'occurrence, le gouvernement a effectivement essayé de trouver une solution pour permettre aux salariés de cette entreprise de la reprendre. Les scopes sont des solutions assez originales, assez peu utilisées en France, plus utilisées dans certains autres pays comme en Espagne. Ça fonctionne parfois très bien. En Espagne, il y a de très beaux exemples de scopes et à des dimensions importantes. Là, manifestement, les choses ne sont pas mûres. J'espère qu'on pourra déboucher vers une solution véritable. Voilà ce que je peux vous dire sur ce sujet. Le gouvernement est de bonne volonté. Et vous êtes un élu de terrain. Vous ressentez ce que vous disent les citoyens sur le terrain? Est-ce qu'ils vous parlent de leurs préoccupations, de leurs inquiétudes? Comment vous allez répondre à ça concrètement? Ce qu'aimeraient les citoyens, c'est
effectivement qu'aucune entreprise ne dépose le bilan, qu'on retrouve de la croissance et qu'on crée à nouveau de l'emploi. On sait bien que dans la période que nous traversons actuellement, qui est certainement le plus dur de la crise, et on n'en est pas tout de suite sorti, il y aura encore des dépôts de bilan. Maintenant, effectivement, il faut que le gouvernement essaye d'accompagner les dépôts de bilan, que les salariés puissent en tous les cas bénéficier de formation, de reconversion, si jamais on ne peut pas. Est-ce qu'elle va être dure cette fin de mandat? Mais bien sûr qu'elle va être dure, mais n'importe quel gouvernement à la place de celui-ci aurait les mêmes difficultés. Il ne faut pas faire croire le contraire aux Français, ça ne serait pas honnête. Par exemple, sur le dossier, il y a Cifrance, il y a aussi le dossier de Petrolus. Il y en a un qu'on apprend là à l'instant. Il avait dit que François Hollande se rendra donc jeudi sur place, donc à la raffinerie Petrolus de Petite Couronne, près de Rouen. Quelles sont ces solutions? Écoutez, je parle à l'économiste que vous êtes. Non, mais on va parler économie. La macroéconomie est têtue, comme dirait l'autre. En dessous de 1,5 point de croissance, l'économie détruit des emplois et détruira des emplois. Donc, soit on trouve un moyen pour relancer la croissance en Europe, soit on fait des plans de rigueur. Mais là-dessus, on est d'accord. C'est sur les moyens d'y parvenir. On n'est pas d'accord. C'est sur les moyens d'y parvenir. Vous avez avec la chancelière, quand je dis vous, Monsieur Sarkozy avec Madame Merkel, sont en train d'entraîner toute l'Europe vers des politiques d'austérité qui vont nous plonger dans la récession. Comme tous les gouvernements socialistes en Europe d'ailleurs. Avec une dette publique qui va se creuser parce que moins de croissance, c'est moins de recettes fiscales. Et on aura des entreprises comme ça. Il y aura des cas comme ça qui vont se multiplier au fur et à mesure de l'actualité. Et le vrai débat, dans 6 mois, si on arrive, c'est comment on se libère des marges de manœuvre. Non, mais ma question, est-ce que vous aussi, comme Nicolas Sarkozy tente d'apporter des solutions au cas par cas pour ces dossiers, est-ce que François Hollande va aussi apporter, et vous souhaitez des solutions au cas par cas pour ces dossiers? Oui, bien sûr, c'est pour ça qu'il se déplace. Et il vous fera la primeur de ces propositions le 22 janvier. Attend. Merci beaucoup, messieurs, pour ce débat. Merci à vous d'avoir participé à ce 22h. La suite, dans un instant, c'est le tour de l'info de Cécile Cixous. Mais d'abord, un refus, un autre pour la Légion d'honneur, après celui de l'ancien ministre Henri Thor, ex-sénateur UMP, qui a refusé, vous le savez, cette semaine sa promotion en grade de chevalier de la Légion d'honneur, car il estime que cette distinction revient à n'importe qui. C'est encore un ancien sénateur qui fait parler de lui. Jacques Ralit, également ex-ministre communiste, dit non, je n'ai pas refusé 3 fois la Légion d'honneur sous la gauche pour l'accepter sous la droite, dit-il. Ça fait sourire Philippe Dallier. Tout de suite, le tour de l'info. 3 970 morts sur les routes en 2011, 22 de moins qu'en 2010. Un triste bilan qui intervient alors que les sanctions routières changent dès demain. Désormais, téléphoner, regarder un film au volant, utiliser un détecteur de radar ou encore circuler sur la bande d'arrêt d'urgence vont vous coûter beaucoup plus cher. 135 € et 3 points de moins par exemple pour ceux qui téléphonent en conduisant, contre 35 € et 2 points de moins jusqu'à présent. En décembre, son adoption à l'Assemblée a provoqué une crise diplomatique entre la France et la Turquie. Le texte visant à réprimer la négation du génocide arménien sera examiné par les sénateurs dans les derniers jours de janvier. La gauche dénonce une mesure électoraliste. Faux, rétorque la droite. Alors évidemment, si, parce que nous entrons dans une période présidentielle, il ne faut plus rien faire, il ne faut